Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 janvier 2023, premier vendredi, ça y est, première clôture hebdomadaire de l'année 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Alors, au programme aujourd'hui, on a un petit peu d'actualité, surtout autour de Genesis et de tout ce qui tourne autour de Genesis, vous verrez. Ensuite, on irait faire un petit tour sur les impacts de FTX sur certaines banques, avec un impact qui est assez fort, et encore la joute verbale entre Nexo et Volt qui est intéressante, surtout qu'on a enfin une finalité de ce côté-là, et ensuite on ira attaquer l'analyse technique comme d'habitude. Alors, avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite avec les nouvelles, mais avant tout on commence par les nouvelles sur la macroéconomie avec ce qui nous attend aujourd'hui. On a un petit peu de news, avec notamment les taux de chômage qui vont tomber, qui vont être importants, qui vont être très très importants, et ensuite on va voir le PMI qui va arriver. Je pense que c'est les deux éléments importants. Ensuite on a, oui, la création d'emplois sur le secteur non agricole qui va déterminer aussi l'impact réel de l'économie, mais qui va être lié directement sur le taux de chômage. On sait qu'on a un écart entre les deux, et donc derrière, je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de volatilité si jamais les chiffres sont en décalage par rapport à ce qui est escompté, chose habituelle, mais d'autant plus vrai étant donné qu'on est sur une clôture 2022 qui va se terminer, et on sait que la Fed va se baser sur ces chiffres-là pour établir sa démarche 2023. Pour rappel, on est dans une démarche de stabilisation de l'augmentation des taux avec 0,5 dans le viseur. Alors, au niveau des nouvelles, nous avons Digital Currency Group, donc on n'oublie pas que DCG est directement lié à Genesis, et que ils arrêtent notamment une partie qui est le HQ Digital, qui arrête ses opérations à partir du 2 janvier, donc début 2023, et c'était un centre de gestion de wealth, et justement, le principe c'est qu'ils avaient 3,5 milliards en gestion en décembre, et ils arrêtent leur opération, ils arrêtent en fait cette section où ça va être redistribué, et la raison qui est donnée est très intéressante, c'est que l'économie, en tout cas l'environnement économique et l'environnement autour des cryptos fait que il y a beaucoup moins d'opportunités, et la diminution du nombre d'opportunités va faire principalement que c'est beaucoup moins intéressant, et plus suffisamment intéressant pour pouvoir entraîner cette activité. Donc c'est intéressant de voir ça, surtout qu'on apprend par rapport à la nouvelle que j'ai postée hier, que, en effet, Genesis a bien un plan de restructuration, étant donné qu'il y a 30% de licenciements qui ont été donnés, ce qui représente 260 personnes, et on est vraiment dans une restructuration totale de l'effectif et du fonctionnement de Genesis, pour pouvoir certainement assurer la continuité des opérations et éviter impérativement ce chapitre 11. Je pense que Genesis n'a pas envie, ne veut pas, Grayscale derrière non plus, déposer un chapitre 11, parce que chapitre 11 égale aussi public, donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué. On avance avec Silvergate, donc qui est une banque crypto qui est vraiment impactée par l'implosion de FTX, mais non pas parce qu'elle avait des fonds, mais parce que derrière il y a eu une fuite des capitaux suite tout le monde est parti des centralisés, en tout cas des plateformes centralisées. Il y a eu un bank run généralisé. On a beaucoup parlé de Binance qui avait pris très cher et avec un FUD monumental sur lequel ça s'est arrêté, ça s'est calmé, parce que on a bien vu que ça ne posait pas de problème. Binance a assuré le bank run. Bon, c'est pas le cas au niveau de Silvergate. Ils ont assuré le bank run, oui. On parle de 8 milliards de dollars qui sont partis, et ça a entraîné un cut directement de 40%, donc c'est-à-dire un licenciement de 40% tout de suite effectif sur les employés, donc ça représente 200 employés qui sont partis, alors que Binance continue à recruter, donc c'est là où on voit bien la différence entre les deux, et entre des personnes qui sont, oui ou non, assurées, à savoir que pour assurer ce bank run, Silvergate a dû vendre des assets qui étaient en perte, donc forcément ils ont dû enquiller une grosse partie de perte, donc ça veut dire une restructuration de leur business model, donc on va avoir, voilà, on parle bien de 718 millions de dollars de pertes suite à cette vente, ce qui est juste
colossal. Ensuite, nous avons Nexo et Vold, donc ils continuent leur échange houleux, et ce qui est intéressant, c'est que on avait Vold qui attaquait Nexo en disant qu'ils ne cherchaient pas à montrer qu'ils étaient liquides, à montrer qu'ils étaient périns, et que, bon, bah voilà, l'offre, ils attendaient toujours l'offre. Nexo avait répondu en disant qu'ils avaient justement posé l'offre. Et là, ça va même plus loin, étant donné que Nexo accuse Vold de ne pas avoir, en tout cas en tête, les intérêts des créditeurs, que la meilleure solution c'était de passer par eux, parce que Vold a refusé, justement, unanimement, la proposition effectuée en fin d'année dernière par Nexo, et donc forcément Nexo dit que c'était la meilleure solution, et que au vu du management qu'ils avaient avant, et de la façon dans laquelle ils géraient leurs capitaux, certainement il n'allait plus rester grand chose pour les créditeurs, et c'était bien dommage malheureusement pour eux, et il attaque directement le CEO de Vold en disant que c'est voulu et choisi. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer à la partie technique dans quelques instants après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet, donc, qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. Pour la partie technique, on fait notre rappel habituel, vague 1, 2, 3, 4, 5, 5 terminé en avril 2021, retracement ABC. Donc nous sommes dans une schématique de vague d'impulsion héliotiste, nous sommes dans la fin de cette schématique, dans laquelle nous sommes en train de travailler la fin de la C. Nous sommes en dessous du 618 du mouvement total sur le retracement de Fibonacci, mouvement total du BTC, donc on part bien de 0 jusqu'à la TH, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme, si on souhaite s'exposer, avec une stratégie de DCA. Stratégie, le mot important, parce que est-ce qu'on peut descendre plus bas? Quand on regarde les différents objectifs, nous avons le 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, nous avons ensuite le 1618 à 10 000, qui représente la continuation de Fibonacci de la A sur la B, donc qui sera un objectif classique pour une C, une continuité de C, à savoir qu'on a déjà éclaté le 382 sur le CME sur lequel, c'est le graphique dans lequel nous sommes en train de travailler, qui représente les contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange, donc globalement les futurs représentés par les institutionnels de Chicago. Nous allons zoomer dans cette partie-là, parce que c'est la partie qui est intéressante, qui est le sign of weakness de cette réaccumulation que nous avons depuis un certain temps, dans lequel nous avons une accumulation, ce qui est classique dans une réaccumulation, en SCARST, break avec ici FTX catalyseur, avec un STB, donc prise de liquidité du SC. Le principe d'une accumulation, je le répète très rapidement, c'est quoi? C'est de créer des zones de résistance, et ensuite aller les wipe, aller les récupérer avec un mouvement impulsif baissier ou haussier pour capitaliser dessus. On va zoomer dans cette partie-là, cette fois-ci, on voit que on a aussi une fois une accumulation avec un, hop, on va reprendre le petit pinceau, le SC, le AR, le ST. Donc pareil, mise en place des bornes, et ensuite on va récupérer la borne basse avec le STB avec juste une petite bougie, et ensuite la borne hausse avec juste une petite bougie, pareil. Donc on a bien wipe les deux parties, on a pris toute la liquidité, ce qui est normal dans un marché en cours, enfin en manque de liquidité qu'on a actuellement. On sait qu'on a des patterns très fortes, régulières, avec des compressions, sorties de compression,
short squeeze, sortie de compression, ici, short squeeze, sortie de compression, cassure baissière, short squeeze. C'est quelque chose qu'on revoit énormément et qui est propre vraiment à un marché qui est à court de liquidité et qui est en cours de consolidation pour essayer de créer un momentum haussier ou baissier. Clairement, on va pas se leurrer, on est dans une forme de range qui risque de durer pendant un certain temps parce que nous avons eu la cassure de FTX. La cassure de FTX est aussi une cassure de confiance sur les échanges centralisés, sur les différents acteurs. On sait qu'il y a un effet domino qui a été lancé, ça a déjà été pricé, on sait déjà jusqu'où ça va, mais néanmoins on a cette peur, cette latence très forte sur la crypto. Je pense qu'il va falloir patienter et être surtout vraiment patient par rapport à ce qui va se passer par la suite. Néanmoins, ça reste une zone d'accumulation qui est intéressante à traiter, que ce soit dans une politique de DCA ou que ce soit aussi dans une politique de trading. Dans les derniers mouvements que nous avons au niveau de la structure, toujours je rappelle, on va juste refaire un petit rappel sur la structure que nous avons actuellement, nous avons une chute baissière avec un retracement très fort qui nous a marqué un point haut. Ensuite, on est allé faire un plus bas avec une mèche. Ici, on n'a pas restructuré, attention, on a juste fait une prise de liquidité, mais ça n'empêche que ça reste un point bas à noter sur une time frame parce qu'on est quand même en 1 heure. Et ensuite, nous avons fait un break haussier et là, globalement, nous sommes dans une structuration ici de palier, d'accord? Palier qui est en train de se faire, qui a deux possibilités, soit on repart avec une continuité à la baisse pour retester l'OB d'achat et repartir à la hausse, d'accord, qui serait en fait la schématique que j'ai en tête déjà depuis un certain temps, avec pas mal d'imbalance et l'OB d'achat, ça me paraît très cohérent pour pouvoir faire une structure haussière, parce qu'on a fait un break-off structure haussier ici, donc on considérait que ici c'est juste une prise de liquidité pour un mouvement haussier, parce que le dernier break est vraiment le break haussier, ou est-ce qu'on irait chercher quelque chose qui soit plus bas, avec justement une cassure, hop, on va arrêter celui-là, avec une cassure baissière, donc quelque chose qui serait de ce style-là, hop, tac, 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 cassure baissière, et on enfonce. Là-dessus, on reconnaîtrait, pour ceux qui font du chartisme, un biseau d'élargissement dans lequel on aurait quelque chose qui continuerait à accroître en termes de range, d'accord, sur lequel on irait après par la suite travailler plus haut, continuer potentiellement à baisser et effectuer comme ça. Donc on aurait la mise en place soit d'un range, soit d'un biseau d'élargissement pour ceux qui font du chartisme dessus. Néanmoins, quand on regarde ça sous un point de vue purement wickoffien, on se dit qu'on a une belle accumulation avec ici une prise de liquidité supérieure. Ce qu'on attend, clairement, c'est un spring. C'est qu'on a eu une belle accu ici et est-ce qu'on devrait faire le spring tout de suite ou est-ce qu'on va attendre un petit peu? C'est un petit peu aussi le paradigme qu'on a avec le passé de BTC, c'est qu'on a des coups où on se retrouve avec un BTC durant la préparation du halving où on a une forme de ranging qui s'effectue avec un point bas qui a été noté, ranging dans une partie haute, puis cassure baissière avec un nouveau point bas, puis après départ, soit quelque chose qui va être encore différent, qui va être accélération haussière, cassure baissière mais sans renforcement d'un nouveau plus bas, et ensuite départ aussi, d'accord? Donc là, la pattern, est-ce que on part sur l'une, l'autre, ou est-ce qu'on en crée une nouvelle? On rappelle que le BTC a très très peu d'historique, et donc forcément, on a aussi assez peu d'historique avec de la liquidité, donc c'est encore une autre histoire. Donc on est dans quelque chose où on est plus ou moins dans de l'inconnu, et à savoir que le BTC a quand même quelque chose qui lui est propre, qui est la notion de halving, qui est une notion qui impacte directement son industrie qui est derrière, donc on a quand même quelque chose qui est totalement différent. Alors, sur le court terme, ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans cette dynamique de stabilisation ici, pour une continuité baissière, qui est l'idée que j'ai là en tête, hein, on pourrait aussi se dire que, tout simplement, on est dans une pattern haussière, donc on a fait un break-off structure validé, dans lequel on valide le break-off structure, on reteste et on repart, d'accord? On n'est pas obligé d'aller retester le niveau ici, très bas, d'accord? Pour rappel, si on retire rapidement un Fibonacci de retracement, ça va vous donner la visibilité. Moi, l'idée, c'était d'aller break les 786 avec une mèche, pour aller récupérer l'équité, puis repartir. Là, on a retravaillé les 618, on s'est enfoncé, on a retravaillé en dessous, on remonte. Bon, c'est pas très marqué, j'aurais aimé, c'est pour ça que j'ai tendance à vous dire que je pense qu'on va aller plus bas pour vraiment marquer, parce que j'aurais vraiment aimé qu'on fasse quelque chose de profond pour pouvoir repartir. Ce qui rentre aussi dans cette notion de pattern que l'on a là, qui est une pattern clairement de compression qu'on retrouve un petit peu déjà depuis un certain temps, où on a un affaiblissement de la volatilité et des volumes présents. Alors au niveau de la cassure baissière, on voit que
hop, on va essayer d'élargir un petit peu rapidement. On voit bien que on a, suite à cette période de compression très forte sur la fin d'année, on a fait un break baissier, on a retravaillé, on est allé chercher les liquidités des différents tops de toute cette zone-là, et on est en train de retravailler exactement sur le même pivot. D'accord, on est vraiment en train de retravailler le même pivot. Ce qui veut dire aussi que là, potentiellement, on va repartir dans l'attente d'un élément catalyseur. Moi, je vous ai parlé principalement de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai tendance à penser qu'on va avoir quelque chose qui va être assez fort. Si on compare BTC avec, et ça on le fera dans une deuxième partie quand on ira voir la macroéconomie, quand on le compare avec le Nasdaq et le SP500 qui, eux, ont quand même de la volatilité actuellement, bon, là, on se retrouve sur quand même des indices qui sont limite plus volatiles que le BTC, chose qui est une ineptie totale, et c'est là où on voit bien qu'il y a une crise de confiance très forte au niveau du BTC, et que les personnes sont en retrait actuellement. Les personnes sont en retrait, et ça se voit aussi au niveau de l'order flow, dans lequel, au niveau de l'order flow, c'est flat. D'accord, je vous avais parlé du fait qu'on avait peut-être compressé, qu'on était en train de repartir à l'os, mais quand on tire tout simplement une jolie petite droite pour regarder un petit peu où on en est, bon, on voit que c'est totalement flat. Hop, on voit bien que c'est flat, on n'a rien du tout qui est en train de se mettre en place. Donc là-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas de momentum, on n'a pas de volume, l'open interest est flat aussi, on retrouve aussi un flat sur le CVD spot, limite un flat sur le CVD perp, même si on a quand même une petite augmentation très légère sur le CVD perp, mais qui est vraiment très très légère. Moi j'ai tendance à penser que on est dans la préparation d'un fake out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire un mouvement justement qui n'est pas celui qui est attendu. Beaucoup de personnes attendent la construction d'un short pour aller chercher et casser le STB, aller chercher les 14 000, 13 000, 11 000 $, d'accord. J'ai tendance à penser que, et c'est pour ça que je défends cette théorie, d'aller retravailler l'OB d'achat, construire des shorts, pour ensuite aller squeezer, d'accord? Ne pas s'enfoncer comme, justement, tout le monde l'attend, et aller repartir dans l'autre sens. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, majoritairement, les longues sont en construction depuis longtemps, ça on le sait. Quand on regarde la construction effective du DOM, on sait que l'achat de longues a commencé depuis la cassure des 30 000 $, d'accord? Donc on a énormément d'achats de longues spot, et on a de la construction qui est effective. Donc là, pour l'instant, la stabilisation fait que, oui, on peut aller plus bas, mais je pense que il va falloir faire attention au fake out, parce que là, cette zone-là, pour moi, c'est une zone dans laquelle on aura de l'achat massif, dans laquelle on aura du spot qui se réveillera, et potentiellement, on pourra avoir une belle accumulation pour repartir. Donc il faudra surveiller ce qui va se passer. Là, c'est du pur hypothétique. Néanmoins, dans l'état actuel de cette petite zone, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons, donc certes, un étalement de la volatilité, mais à côté, on a un renforcement ici. On a de la mise en place de liquidité short, quand même assez faible, hein, on va pas se leurrer, par rapport à ce qu'on a pu connaître, c'est pas forcément excessivement motivant, on a quasiment aucun long, d'accord, vraiment aucun long qui est en train de se structurer dans cette pattern ici. Donc là, si on pousse à la baisse, ça sous-entend que c'est voulu et que c'est décidé pour aller retester cette partie-là, pour potentiellement après faire soit un breakout à la hausse, soit un breakout à la baisse. Dans tous les cas, je pense qu'on ira dans le sens de la liquidité avec une accélération haussière, encore une fois, pour ensuite faire un mouvement baissier. Donc il n'est pas dit qu'on fasse un mouvement baissier pour renforcer la liquidité, puis un mouvement haussier et baissier, d'accord? Donc c'est soit l'un, soit on continue à appuyer un petit peu pour aller retravailler par exemple cette zone ici, qui serait la zone d'imbalance que l'on trouve en 1 heure, qui serait les 16 700, dans lequel on aurait un rebond technique pour refaire un short squeeze, pour aller retravailler la partie haute, avec potentiellement une accélération à 14h30 ouverture du marché américain, pour une clôture dans le rouge, potentiellement, ensuite, d'accord? Donc c'est un petit peu l'idée. Dans tous les cas, pour moi, on va terminer, alors soit cette semaine, soit la semaine prochaine, sur une cassure baissière de cette partie-là, et c'est ce que je suis en train, de toute façon, de construire au fur et à mesure. Petit point rapide sur les dominances, on voit que on a une dominance, un palier qui est en train d'être trouvé au niveau du BTC, on a marqué ici un premier break intéressant, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant, parce que nous sommes en train potentiellement d'aller retravailler une zone beaucoup plus basse, donc la zone des 40, un petit peu en dessous de 41%. Au niveau de la dominance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des capitaux qui basculent de BTC vers d'autres actifs, alors que ce soit Ethereum ou que ce soit d'autres altcoins. Ça sous-entend aussi qu'on pourrait se diriger vers la mise en place d'un alt season, ce qui serait cohérent
avec un BTC qui range, d'accord? On rappelle, un BTC qui se met, quand on regarde comme ça, là on voit bien l'écrasement des bougies, regardez-moi l'écrasement des bougies en daily quand on compare à ce qu'on a déjà eu. Voilà, ça c'est de la volatilité, ici on avait du mouvement. Là, on n'a rien, c'est totalement écrasé, on a quelque chose qui est totalement faible, ce qui montre un désintérêt total, ce qui est plutôt cohérent par rapport au cycle habituel psychologique. Mais quand on a quelque chose qui range de cette façon-là et qu'on a très peu de volatilité, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les capitaux vont se diriger vers des actifs qui ont plus de volatilité, sur lequel, bah, derrière, ça va être plus des altcoins, c'est le principe de la alt season. Quand on regarde un petit peu Ethereum, on voit que la chute d'Ethereum, c'est pas ça, hein, d'accord? Pareil, au niveau de la dominance, on aurait pu se dire que justement BTC potentiellement, ça allait être Ethereum qui allait monter, on voit que c'est pas le cas, la dominance elle est identique, mais Ethereum ne chute pas au niveau de la dominance. Donc ça veut dire que les fonds se déplacent bien sur des alts, c'est un petit peu l'idée que l'on pourra avoir. Donc si jamais on a une cassure au niveau de BTC, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être un rebond technique sur certains altcoins, chose qu'on commence à voir techniquement, hein, par rapport aux différents updates que je vous fais. On voit que techniquement, il y a des endroits où on a quand même des gros retournements qui sont en train de se mettre en place, avec des patterns d'accélération, dans lesquels ça pourrait être intéressant. Alors, on va aller faire un petit tour sur le DXY qui nous a fait une journée un petit peu folle hier avec le break justement important dont je vous avais parlé, hop, qui est ici, d'accord, ce niveau qui était important de résistance dans lequel il fallait impérativement travailler, donc là, je pense qu'on va consolider au-dessus pour aller faire les break-off structures, aller chercher le 108. 108 est important, donc ça veut dire aussi que là, on a un BTC qui range, alors qu'on a une accélération de DXY, d'accord, un 10$. Pareil, un 10$ qui a joué sur le Nasdaq, et le SP500. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le Nasdaq, on a eu une grosse bougie rouge. Bon, bah, je peux vous dire que c'est pas le cas sur le BTC. Le BTC, derrière, on a eu quelque chose qui était assez faible. On va juste le rajouter rapidement pour vous montrer. On va y arriver. Bon, on va pas le rajouter, parce qu'a priori, le bouton ne marche pas. Il faudrait que je redémarre directement TradingView pour pouvoir vous le montrer. Mais quand on compare un petit peu à ce qui s'est passé, on va le mettre en daily, histoire de voir bien. Bon, là, c'est en daily. Ok. Donc on voit déjà qu'il n'y a aucune volatilité. Et surtout, on a eu quasiment pas de mouvement si on regarde en horaire, on a eu même une petite accélération puis une consolidation. Nasdaq, non, lui c'est une chute, une très grosse chute si on regarde en horaire. Rapidement aussi pareil, bon voilà, on a du mouvement, on a des choses qui sont en train de se faire, on a des petits trucs, et d'ailleurs, quand on regarde, on a vraiment des mouvements baissiers qui sont marqués, dans lesquels on a une forme de consolidation. On n'a pas du tout ça au niveau du BTC, donc on a vraiment cette notion de décorrélation qu'on retrouve, dont je vous ai parlé déjà depuis un certain temps, où on a une résilience au niveau du BTC. Alors est-ce que c'est vraiment une résilience? C'est la question, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une résilience à partir du moment où il n'y a pas de volume? Est-ce que c'est pas plutôt une forme de désintérêt général du BTC et des cryptoactifs qui entraîne justement cet écrasement de cours, et donc la non-réaction à des news fondamentales, positives ou négatives? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que c'est de la résilience, ou est-ce que c'est un désintérêt? Bon, voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je n'ai pas forcément d'avis, bien que je me dirige vers l'un plus que l'autre actuellement, mais bon, voilà, ça m'intéresse de voir, vous, ce que vous en pensez. Le Nasdaq à côté, pareil, il y a eu une journée dans le rouge, normal, le DXY a bien poussé, et on se retrouve toujours dans cette phase de consolidation, hein, d'accord? On voit bien qu'on est dans une phase de consolidation, on est clairement en train de préparer un mouvement sur le Nasdaq et le SP500, SP500 quand même beaucoup plus bullish, hein, que le Nasdaq, pour une continuité haussière. Là on voit quand même qu'on est sur en tout cas un travail avec potentiellement un éclatement vers le haut. C'est ce que j'aimerais bien voir, peut-être retester cette partie-là, parce qu'en plus on a de l'imbalance qui est en train de se faire, donc je verrais bien un retest des parties 3967 pour un rejet de l'imbalance, donc prise de liquidité sur la l'imbalance, retest de l'OB, plus rejet derrière de la trendline pour une continuité baissière, pour aller retester une partie plus basse, le 786. Sur le Nasdaq, par contre, c'est beaucoup plus moche, hein, mais bon, voilà, ça je vous l'ai expliqué déjà depuis un certain temps, que quand on voit ça, c'est pas forcément bullish, et que c'est représentatif aussi de ce que représente le Nasdaq. Il faut en avoir conscience qu'on est en période d'instabilité. Alors ensuite, on va aller regarder notre petit indice qu'on met toujours de côté, dans lequel on est dans un gros retracement, qui montre bien aussi ce qui est en train de se passer sur le DXY, le Nasdaq et le SP500, où on a forcément derrière le yielding la différence entre les 2 ans et les 10 ans
des bonds américains, donc on n'oublie pas que normalement c'est pas censé être comme ça, c'est censé être en positif. Normalement les 10 ans sont censés être plus rentables que les 2 ans, là ce n'est pas le cas, c'est pour ça que quand on fait le yielding des 10 ans moins le yielding des 2 ans, nous sommes en négatif, et plus on s'enfonce, plus l'écart est grand, et on voit que on a eu un très beau cycle haussier dans lequel on a fait un break of structure mineur, donc forcément derrière on va retravailler, et je pense qu'on va pas s'enfoncer plus bas que les 0,8, d'accord, dans lequel on va pas rebreak cette partie-là pour pouvoir faire un rebond et aller valider ce break haussier sur le premier trimestre. C'est un petit peu l'idée, le premier trimestre 2023, pour moi ce serait en mars un redépart pour préparer avril, mai, juin, qui serait cohérent sur l'ensemble de l'économie américaine par rapport notamment au discours de la Fed qui ont eu lieu, où clairement on va avoir un narratif qui va être tourné de on reste là où on en est, on n'augmente plus les taux, mais en tout cas, pas tout de suite, hein, je parle de mars-avril, on n'augmente plus les taux, on reste comme ça jusqu'à ce que l'inflation descende, quitte à rester trop longtemps, et ce sera peut-être sur cette fin d'année 2023, on risque d'avoir un pivot, une mise en place d'un pivot d'urgence qui risque d'être effectué. À suivre, c'est un petit peu l'idée que j'ai pour la suite sur la macroéconomie générale. N'oubliez pas, demain, vous avez l'hebdomadaire dans lequel on va traiter une partie macroéconomie avec la crise obligataire, et ensuite, dimanche, je vous propose une vidéo particulière que vous m'avez demandé, qui va être un résumé des visions, un petit peu, que l'on retrouve actuellement sur Internet. Alors, on va aller chercher les gros, on va aller chercher The Block, on va aller chercher Messari, on va aller chercher Open Order, on va aller chercher voilà, des gros sur lesquels on a pas mal d'informations, et je vais vous consolider tout ça et vous faire un petit résumé des différentes tendances pour 2023, les narratifs qu'on pourrait retrouver, en tout cas ce que les personnes pensent retrouver, et vous allez voir que on a quand même des axes qui reviennent très régulièrement, donc ne loupez pas la vidéo de dimanche, et je vous dis à très vite. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.